Justine ou les malheurs de la vertu. Du marquis de Sade. Première partie. Le chef-d'œuvre de la philosophie serait de développer les moyens dont la Providence se sert pour parvenir aux fins qu'elle se propose sur l'homme, et de tracer, d'après cela, quelques plans de conduite qui puissent faire connaître à ce malheureux individu bipède la manière dont il faut qu'il marche dans la carrière épineuse de la vie, afin de prévenir les caprices bizarres de cette fatalité à laquelle on donne 20 noms différents, sans être encore parvenu ni à la connaître, ni à la définir. Si, plein de respect pour nos conventions sociales, et ne s'écartant jamais des dits qu'elles nous imposent, il arrive, malgré cela, que nous n'ayons rencontré que des ronces, quand les méchants ne cueillaient que des roses, des gens privés d'un fond de vertu assez constaté pour se mettre au-dessus de ces remarques ne calculeront-ils pas alors qu'il vaut mieux s'abandonner au torrent que d'y résister? Ne diront-ils pas que la vertu, quelque belle qu'elle soit, devient pourtant le plus mauvais parti qu'on puisse prendre, quand elle se trouve trop faible pour lutter contre le vice, et que dans un siècle entièrement corrompu, le plus sûr est de faire comme les autres? Un peu plus instruits, si l'on veut, et abusant des lumières qu'ils ont acquises, ne diront-ils pas avec l'ange Jesrad, de Zadig, qu'il n'y a aucun mal dont ils ne naissent un bien, et qu'ils peuvent, d'après cela, se livrer au mal, puisqu'il n'est dans le fait qu'une des façons de produire le bien? N'ajouteront-ils pas qu'il est indifférent au plan général, que tel ou tel soit bon ou méchant de préférence, que si le malheur persécute la vertu et que la prospérité accompagne le crime, les choses étant égales au vu de la nature, il vaut infiniment mieux prendre parti parmi les méchants qui prospèrent, que parmi les vertueux qui échouent? Il est donc important de prévenir ces sophismes. Dangereux d'une fausse philosophie, essentiel de faire voir que les exemples de vertus malheureuses, présentés à une âme corrompue, dans laquelle il reste pourtant quelques bons principes, peuvent ramener cette âme au bien tout aussi sûrement que si on lui eût montré dans cette route de la vertu les palmes les plus brillantes et les plus flatteuses récompenses. Il est cruel sans doute d'avoir à peindre une foule de malheurs accablant la femme douce et sensible qui respecte le mieux la vertu, et d'une autre part l'affluence des prospérités sur ceux qui écrasent ou mortifient cette même femme. Mais s'il n'est cependant un bien du tableau de ces fatalités, aura-t-on des remords de les avoir offertes? Pourra-t-on être fâché d'avoir établi un fait, d'où il résultera pour le sage qui lit avec fruit là? Leçon si utile de la soumission aux ordres de la Providence, et l'avertissement fatal que c'est souvent pour nous ramener à nos devoirs que le ciel frappe à côté de nous l'être qui nous paraît le mieux avoir rempli les siens. Tels sont les sentiments qui vont diriger nos travaux, et c'est en considération de ces motifs que nous demandons au lecteur de l'indulgence pour les systèmes erronés qui sont placés dans la bouche de plusieurs de nos personnages, et pour les situations quelquefois un peu fortes, que, par amour pour la vérité, nous avons dû mettre sous ses yeux. Madame la comtesse de Lorsange était une de ces prêtresses de Vénus dont la fortune est l'ouvrage d'une jolie figure et de beaucoup d'inconduite, et dont les titres, quelque pompeux qu'ils soient, ne se trouvent que dans les archives de Citerre, forgés par l'impertinence qui les prend, et soutenus par la sotte crédulité qui les donne, brune, une belle taille, des yeux d'une singulière expression, cette incrédulité de mode, qui, prêtant un sel de plus aux passions, fait rechercher avec plus de soin les femmes en qui on la soupçonne, un peu méchante, aucun principe, ne croyant de mal à rien, et cependant pas assez de dépravation dans le cœur pour en avoir éteint la sensibilité, orgueilleuse, libertine, telle était Madame de Lorsange. Cette femme avait reçu néanmoins la meilleure éducation, fille d'un très gros banquier de Paris, elle avait été élevée avec une sœur nommée Justine, plus jeune qu'elle de 3 ans, dans une des plus célèbres abbayes de cette capitale, où jusqu'à l'âge de 12 et de 15 ans, aucun conseil, aucun maître, aucun livre, aucun talent n'avait été refusé ni à l'une ni à l'autre de ces deux sœurs. À cette époque fatale pour la vertu de deux jeunes filles, tout leur manqua dans un seul jour, une banqueroute affreuse précipita leur père dans une situation si cruelle, qu'il en périt de chagrin. Sa femme le suivit un mois après au tombeau. Deux parents froids et éloignés délibérèrent sur ce qu'ils feraient des jeunes orphelines, leur part d'une succession absorbée par les créances se montait à 100 écus pour chacune. Personne ne se souciant de s'en charger, on leur ouvrit la porte du couvent, on leur remit leur dot, les laissant libres de devenir ce qu'elles voudraient. Madame de Lorsange, qui se nommait pour leur Juliette, et dont le caractère et l'esprit étaient, à fort peu de choses près, aussi formés qu'à 30 ans, âge qu'elle atteignait lors d'eux. L'histoire que nous allons raconter, ne parut sensible qu'au plaisir d'être libre, sans réfléchir un instant au cruel revers qui brisait ses chaînes. Pour Justine, âgée, comme nous l'avons dit, de 12 ans, elle était d'un caractère sombre et mélancolique, qui lui fit bien mieux sentir toute l'horreur de sa situation. Douée d'une tendresse, d'une sensibilité surprenante, au lieu de l'art et de la finesse de sa sœur, elle n'avait qu'une ingénuité, une candeur qui devait la faire tomber dans bien des pièges. Cette jeune fille, à tant de qualités, joignait une physionomie douce, absolument différente de celle dont la nature avait embelli Juliette, autant on voyait d'artifice, de manège, de coquetterie dans les traits de l'une, autant on admirait de pudeur,
de décence et de timidité dans l'autre, un air de vierge, de grands yeux bleus, pleins d'âme et d'intérêt, une peau éblouissante, une taille souple et flexible, un organe touchant, des dents d'ivoire et les plus beaux cheveux blonds, voilà l'esquisse de cette cadette charmante, dont les grâces naïves et les traits délicats sont au-dessus de nos pinceaux. On leur donna 24 heures à l'une et à l'autre pour quitter le couvent, leur laissant le soin de se pourvoir, avec leur 100 écus, où bon leur semblerait. Juliette, enchantée d'être sa maîtresse, voulut un moment essuyer les pleurs de Justine, puis voyant qu'elle n'y réussirait pas, elle se mit à la gronder au lieu de la consoler, elle lui reprocha sa sensibilité, elle lui dit, avec une philosophie très au-dessus de son âge, qu'il ne fallait s'affliger dans ce monde-ci que de ce qui nous affectait personnellement, qu'il était possible de trouver en soi-même des sensations physiques d'une assez piquante volupté pour éteindre toutes les affections morales dont le choc pourrait être douloureux, que ce procédé devenait d'autant plus essentiel à mettre en usage que la véritable sagesse consistait infiniment plus à doubler la somme de ses plaisirs qu'à multiplier celle de ses peines, qu'il n'y avait rien, en un mot, qu'on ne dût faire pour émousser dans soi cette perfide sensibilité, dont il n'y avait que les autres qui profitassent, tandis qu'elle ne nous apportait que des chagrins. Mais on endurcit difficilement un bon cœur, il résiste au raisonnement d'une mauvaise tête, et ses jouissances le consolent des faux brillants du bel esprit. Juliette, employant d'autres ressources, dit alors à sa sœur qu'avec l'âge et la figure qu'elles avaient l'une et l'autre, il était impossible qu'elles mourussent de faim. Elle lui cita la fille d'une de leurs voisines, qui, s'étant échappée de la maison paternelle, était aujourd'hui richement entretenue et bien plus heureuse, sans doute, que si elle fût restée dans le sein de sa famille, qu'il fallait bien se garder de croire que ce fut le mariage qui rendit une jeune fille heureuse, que captive sous les lois de l'hymen, elle avait, avec beaucoup d'humeur à souffrir, une très légère dose de plaisir à attendre, au lieu que, livrée au libertinage, elle pourrait toujours se garantir de l'humeur des amants, ou s'en consoler par leur nombre. Justine eut horreur de ces discours, elle dit qu'elle préférait la mort à l'ignominie, et quelques nouvelles instances que lui fit sa sœur, elle refusa constamment de loger avec elle desquelles la vie déterminée à une conduite qui la faisait frémir. Les deux jeunes filles se séparèrent donc, sans aucune promesse de se revoir, dès que leurs intentions se trouvaient si différentes. Juliette qui allait, prétendait-elle, devenir une grande dame, consentirait-elle à recevoir une petite fille dont les inclinations vertueuses mais basses seraient capables de la déshonorer? Et de son côté, Justine voudrait-elle risquer ses mœurs dans la société d'une créature perverse qui allait devenir victime de la crapule et de la débauche publique? Toutes deux se firent donc un éternel adieu, et toutes deux quittèrent le couvent dès le lendemain. Justine, caressée lors de son enfance par la couturière de sa mère, croit que cette femme sera sensible à son malheur, elle va la trouver, elle lui fait part de ses infortunes, elle lui demande de l'ouvrage, à peine la reconnaît-on, elle est renvoyée durement. Oh, ciel, dit cette pauvre créature, faut-il que les premiers pas que je fais dans le monde soient déjà marqués par des chagrins? Cette femme m'aimait autrefois, pourquoi me rejette-t-on aujourd'hui? Hélas! C'est que je suis orpheline et pauvre, c'est que je n'ai plus de ressources dans le monde, et que l'on estime les gens qu'en raison des secours et des agréments que l'on s'imagine en recevoir. Justine, en larmes, va trouver son curé, elle lui peint son état avec l'énergique candeur de son âge. Elle était en petit fourreau blanc, ses beaux cheveux négligemment repliés sous un grand bonnet, sa gorge à peine indiquée, cachée sous 2 ou 3 zones de gaz, sa jolie mine un peu pâle à cause des chagrins qui la dévoraient, quelques larmes roulaient dans ses yeux et leur prêtaient encore plus d'expression. Vous me voyez, monsieur, dit-elle au saint ecclésiastique, oui, vous me voyez dans une position bien affligeante pour une jeune fille, j'ai perdu mon père et ma mère. Le ciel me les enlève à l'âge où j'avais le plus besoin de leur secours. Ils sont morts ruinés, monsieur, nous n'avons plus rien. Voilà tout ce qu'ils m'ont laissé, continua-t-elle, en montrant ses 12 louis, et pas un coin pour reposer ma pauvre tête. Vous aurez pitié de moi, n'est-ce pas, monsieur? Vous êtes le ministre de la religion, et la religion fut toujours la vertu de mon cœur, au nom de ce Dieu que j'adore et dont vous êtes l'organe, dites-moi, comme un second père, ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut que je devienne? Le charitable prêtre répondit en lorgnant Justine que la paroisse était bien chargée, qu'il était difficile qu'elle pût embrasser de nouvelles aumônes, mais que si Justine voulait le servir, que si elle voulait faire le gros ouvrage, il y aurait toujours dans sa cuisine un morceau de pain pour elle. Et, comme en disant cela, l'interprète des dieux lui avait passé la main sous le menton, en lui donnant un baiser beaucoup trop mondain pour un homme d'église. Justine, qui ne l'avait que trop compris, le repoussa en lui disant « Monsieur, je ne vous demande ni l'aumône ni une place de servante, il y a trop peu de temps que je quitte un état au-dessus de celui qui peut faire désirer ces deux grâces pour être réduite à les implorer, je sollicite les conseils dont ma jeunesse et mes malheurs ont besoin, et vous voulez me les faire acheter un peu trop cher. » Le pasteur, honteux d'être dévoilé,
chassa promptement cette petite créature, et la malheureuse Justine, 2 fois repoussée dès le premier jour qu'elle est condamnée à l'isolisme, entre dans une maison où elle voit un écriteau, loue un petit cabinet garni au 5e, le paye d'avance, et s'y livre à des larmes d'autant plus amères qu'elle est sensible et que sa petite fierté vient d'être cruellement compromise. Nous permettra-t-on de l'abandonner quelque temps ici, pour retourner à Juliette, et pour dire comment, du simple état d'où nous la voyons sortir, et sans plus avoir de ressources que sa sœur, elle devint pourtant, en 15 ans, femme titrée, possédant 30 000 livres de rente, de très beaux bijoux, 2 ou 3 maisons tant à la ville qu'à la campagne, et, pour l'instant, le cœur, la fortune et la confiance de Monsieur de Corville, conseiller d'État, homme dans le plus grand crédit et à la veille d'entrer dans le ministère. La carrière fut épineuse, on n'en doute assurément pas, c'est par l'apprentissage le plus honteux et le plus dur que ces demoiselles-là font leur chemin, et telle est dans le lit d'un prince aujourd'hui, qui porte peut-être encore sur elle les marques humiliantes de la brutalité des libertins entre les mains desquels sa jeunesse et son inexpérience la jetèrent. En sortant du couvent, Juliette alla trouver une femme qu'elle avait entendu nommer à cette jeune amie de son voisinage, pervertie comme elle avait envie de l'être et pervertie par cette femme, elle l'aborde avec son petit paquet sous le bras, une lévite bleue bien en désordre, des cheveux traînants, la plus jolie figure du monde. Si les vrais cas de certains yeux l'indécence puissent avoir des charmes, elle conte son histoire à cette femme, et la supplie de la protéger nomme elle a fait d'eux son ancienne amie. « Quel âge avez-vous » lui demande la Duvergier. « 15 ans dans quelques jours, madame, répondit Juliette. Et jamais nul mortel, continua la matrone. Oh non, madame, je vous le jure, répliqua Juliette. Mais c'est que quelquefois dans ces couvents, dit la vieille, un confesseur, une religieuse, une camarade. Il me faut des preuves sûres. Il ne tient qu'à vous de vous les procurer, madame, répondit Juliette en rougissant. Et la duègne s'étant affublée d'une paire de lunettes, et ayant avec scrupule visité les choses de toutes parts. Allons, dit-elle à la jeune fille, vous n'avez qu'à rester ici, beaucoup d'égards pour mes conseils, un grand fond de complaisance et de soumission pour mes pratiques, de la propreté, de l'économie, de la candeur vis-à-vis de moi, de la politique envers vos compagnes, et de la fourberie avec les hommes, avant 10 ans je vous mettrai en état de vous retirer dans un 3e, avec une commode, un trumeau, une servante, et l'art que vous aurez acquis chez moi vous donnera, de quoi vous procurer le reste. Ces recommandations faites, la Duvergier s'empare du petit paquet de Juliette, elle lui demande si elle n'a point d'argent, et celle-ci lui ayant trop franchement avoué qu'elle avait 100 écus, la chère maman les confisque en assurant sa nouvelle pensionnaire qu'elle placera ce petit fonds à la loterie pour elle, mais qu'il ne faut pas qu'une jeune fille ait d'argent. C'est, lui dit-elle, un moyen de faire le mal, et dans un siècle aussi corrompu, une fille sage et bien née doit éviter avec soin tout ce qui peut l'entraîner dans quelque piège. C'est pour votre bien que je vous parle, ma petite, ajouta la duègne, et vous devez me savoir gré de ce que je fais. Ce sermon fini, la nouvelle venue est présentée à ses compagnes, on lui indique sa chambre dans la maison, et dès le lendemain ses prémices sont en vente. En 4 mois, la marchandise est successivement vendue à près de 100 personnes, les uns se contentent de la rose, d'autres plus délicats ou plus dépravés, car la question n'est pas résolue, veulent épanouir le bouton qui fleurit à côté. Chaque fois, la Duvergier rétrécit, rajuste, et pendant 4 mois ce sont toujours des prémices que la friponne offre au public. Au bout de cet épineux noviciat, Juliette obtient enfin des patentes de sœur converse, de ce moment, elle est réellement reconnue fille de la maison, dès lors elle en partage les peines et les profits. Autre apprentissage, si dans la première école, à quelques écarts près, Juliette a servi la nature, elle en oublie les lois dans la seconde, elle y corrompt entièrement ses mœurs, le triomphe qu'elle voit obtenir au vice dégrade totalement son âme, elle sent que, née pour le crime, au moins doit-elle aller au grand et renoncer à languir dans un état subalterne, qui, en lui faisant faire les mêmes fautes, en l'avilissant également, ne lui rapporte pas, à beaucoup près, le même profit. Elle plaît à un vieux seigneur fort débauché, qui ne la fait venir d'abord que pour l'affaire du moment, elle a l'art de s'en faire magnifiquement entretenir, elle paraît enfin au spectacle, aux promenades, à côté des cordons bleus de l'ordre de Citer, on la regarde, on la cite, on l'envie, et la fine créature sait si bien s'y prendre, qu'en moins de 4 ans elle ruine 6 hommes, dont le plus pauvre avait 100 000 écus de rente. Il n'en fallait pas davantage pour faire sa réputation, l'aveuglement des gens du monde est tel, que plus une de ces créatures a prouvé sa malhonnêteté, plus on est envieux d'être sur sa liste, il semble que le degré de son avilissement et de sa corruption devienne la mesure des sentiments que l'on ose afficher pour elle. Juliette venait d'atteindre sa 20e année, lorsqu'un certain comte de Lorsange, gentilhomme angevin, âgé d'environ 40 ans, devint tellement épris d'elle, qu'il résolut de lui donner son nom, il lui reconnut 12 000 livres de rente, lui assura le reste de sa fortune s'il venait à mourir avant elle, lui donna une maison,
des gens, une livrée, et une sorte de considération dans le monde, qui parvint en 2 ou 3 ans à faire oublier ses débuts. Ce fut ici que la malheureuse Juliette, oubliant tous les sentiments de sa naissance et de sa bonne éducation, pervertie par de mauvais conseils et des livres dangereux, pressée de jouir seule, d'avoir un nom et point de chaîne, osa se livrer à la coupable idée d'abréger les jours de son mari. Ce projet odieux, conçu, elle le caressa, elle le consolida malheureusement dans ces moments dangereux où le physique s'embrase aux erreurs du moral, instant où l'on se refuse d'autant moins qu'alors rien ne s'oppose à l'irrégularité des vœux ou à l'impétuosité des désirs, et que la volupté reçue n'est vive qu'en raison de la multitude des freins qu'on brise, ou de leur sainteté. Le songe évanoui, si l'on redevenait sage, l'inconvénient serait médiocre, c'est l'histoire des torts de l'esprit, on sait bien qu'il n'offense personne, mais on va plus loin, malheureusement. Que sera ce, ose-t-on se dire, que la réalisation de cette idée, puisque son seul aspect vient d'exalter, vient d'émouvoir si vivement? On vivifie la maudite chimère, et son existence est un crime. Madame de Lorsange exécuta, heureusement pour elle, avec tant de secret, qu'elle se mit à l'abri de toute poursuite, et qu'elle ensevelit avec son époux les traces du forfait épouvantable qui le précipitait au tombeau. Redevenue libre et comtesse, Madame de Lorsange reprit ses anciennes habitudes, mais se croyant quelque chose dans le monde, elle mit à sa conduite un peu moins d'indécente. Ce n'était plus une fille entretenue, c'était une riche veuve qui donnait de jolis soupers, chez laquelle la cour et la ville étaient trop heureuses d'être admises, femme décente en un mot et qui néanmoins couchait pour 200 louis, et se donnait pour 500 par mois. Jusqu'à 26 ans, Madame de Lorsange fit encore de brillantes conquêtes, elle ruina 3 ambassadeurs étrangers, 4 fermiers généraux, 2 évêques, un cardinal et 3 chevaliers des ordres du roi, mais comme il est rare de s'arrêter après un premier délit, surtout quand il a tourné heureusement, la malheureuse Juliette se noircit de 2 nouveaux crimes semblables au premier, l'un pour voler un de ses amants qui lui avait confié une somme considérable, ignorée de la famille de cet homme, et que Madame de Lorsange put mettre à l'abri par cette affreuse action, l'autre pour avoir plutôt un legs de 100 000 francs qu'un de ses adorateurs lui faisait au nom d'un tiers, chargé de rendre la somme après décès. À ces horreurs, Madame de Lorsange joignait 3 ou 4 infanticides. La crainte de gâter sa jolie taille, le désir de cacher une double intrigue, tout lui fit prendre la résolution d'étouffer dans son sein la preuve de ses débauches, et ses forfaits ignorés comme les autres n'empêchèrent pas cette femme adroite et ambitieuse de trouver journellement de nouvelles dupes. Il est donc vrai que la prospérité peut accompagner la plus mauvaise conduite, et qu'au milieu même du désordre et de la corruption, tout ce que les hommes appellent le bonheur peut se répandre sur la vie, mais que cette cruelle et fatale vérité n'alarme pas, que l'exemple du malheur poursuivant partout la vertu, et que nous allons bientôt offrir, ne tourmente pas davantage les honnêtes gens. Cette félicité du crime est trompeuse, elle n'est qu'apparente, indépendamment de la punition bien certainement réservée par la Providence à ceux qu'ont séduit ses succès, ne nourrissent-ils pas au fond de leur âme un ver qui, les rongeant sans cesse, les empêche d'être réjouis de ces fausses lueurs, et ne laisse en leur âme, au lieu de délices, que le souvenir déchirant des crimes qui les ont conduits où ils sont. À l'égard de l'infortuné que le sort persécute, il a son cœur pour consolation, et les jouissances intérieures que lui procurent ses vertus le dédommagent bientôt de l'injustice des hommes. Tel était donc l'état des affaires de Madame de Lorsange, lorsque Monsieur de Corville, âgé de 50 ans, jouissant du crédit et de la considération que nous avons peint plus haut, résolut de se sacrifier entièrement pour cette femme et de la fixer à jamais à lui. Soit attention, soit procédé, soit politique de la part de Madame de Lorsange, il y était parvenu, et il y avait 4 ans qu'il vivait avec elle, absolument comme avec une épouse légitime, lorsque l'acquisition d'une très belle terre auprès de Montargis les obligea l'un et l'autre d'aller passer quelque temps dans cette province. Un soir, où la beauté du temps leur avait fait prolonger leur promenade, de la terre qu'il habitait jusqu'à Montargis, trop fatigués l'un et l'autre pour entreprendre de retourner comme ils étaient venus, ils s'arrêtèrent à l'auberge où descend le carrosse de Lyon, à dessein d'envoyer de là un homme à cheval leur chercher une voiture. Ils se reposaient dans une salle basse et fraîche de cette maison, donnant sur la cour, lorsque le coche dont nous venons de parler entra dans cette hôtellerie. C'est un amusement assez naturel que de regarder une descente de coche, on peut parier pour le genre des personnages qui s'y trouvent, et si l'on a nommé une catin, un officier, quelques abbés et un moine, on est presque toujours sûr de gagner. Madame de Lorsange se lève, Monsieur de Corville la suit, et tous deux s'amusent à voir entrer dans l'auberge la société caotante. Il paraissait qu'il n'y avait plus personne dans la voiture, lorsqu'un cavalier de maréchaussée, descendant du panier, reçut dans ses bras d'un de ses camarades également placé dans le même lieu, une fille de 26 à 27 ans, vêtue d'un mauvais petit caraco d'indienne et enveloppée jusqu'aux sourcils d'un grand mantelet de taffetas noir. Elle était liée comme une criminelle, et d'une telle faiblesse, qu'elle serait assurément tombée si ses gardes ne l'eussent soutenue.
À un cri de surprise et d'horreur qui échappe à Madame de Lorsange, la jeune fille se retourne, et laisse voir avec la plus belle taille du monde, la figure la plus noble, la plus agréable, la plus intéressante, tous les appas enfin les plus en droit de plaire, rendus 1000 fois plus piquants encore par cette tendre et touchante affliction que l'innocence ajoute au trait de la beauté. Monsieur de Corville et sa maîtresse ne peuvent s'empêcher de s'intéresser pour cette misérable fille. Ils s'approchent, ils demandent à l'un des gardes ce qu'a fait cet infortuné. On l'accuse de 3 crimes, répond le cavalier, il s'agit de meurtre, de vol et d'incendie, mais je vous avoue que mon camarade et moi n'avons jamais conduit de criminel avec autant de répugnance, c'est la créature la plus douce, et qui paraît la plus honnête. Ah, dit monsieur de Corville, ne pourrait-il pas y avoir là quelques-unes de ces bévues ordinaires aux tribunaux subalternes? Et où s'est commis le délit? Dans une auberge à quelques lieues de Lyon, c'est Lyon qui l'a jugée, elle va, suivant l'usage, à Paris pour la confirmation de sa sentence, et reviendra pour être exécutée à Lyon. Madame de Lorsange, qui s'était approchée, qui entendait ce récit, témoigna bas à monsieur de Corville l'envie qu'elle aurait d'apprendre de la bouche de cette fille même l'histoire de ses malheurs, et monsieur de Corville, qui formait aussi le même désir, en fit part aux 2 gardes en se nommant à eux. Ceux-ci ne crurent pas devoir s'y opposer. On décida qu'il fallait passer la nuit à Montargis, on demanda un appartement commode, monsieur de Corville répondit de la prisonnière, on la délia, et quand on lui eut fait prendre un peu de nourriture, madame de Lorsange, qui ne pouvait s'empêcher de prendre à elle le plus vif intérêt, et qui sans doute se disait à elle-même. Cette créature, peut-être innocente, est pourtant traitée comme une criminelle, tandis que tout prospère autour de moi qui me suis souillé de crimes et d'horreurs, madame de Lorsange, dis-je, dès qu'elle vit cette pauvre fille un peu rafraîchie, un peu consolée par les caresses que l'on s'empressait de lui faire, l'engagea de dire par quel événement, avec une physionomie si douce, elle se trouvait dans une aussi funeste circonstance. Vous racontez l'histoire de ma vie, madame, dit la belle infortunée, en s'adressant à la comtesse, c'est vous offrir l'exemple le plus frappant des malheurs de l'innocence, c'est accuser la main du ciel, c'est se plaindre des volontés de l'être suprême, c'est une espèce de révolte contre ses intentions sacrées, je ne l'ose pas. Des pleurs coulèrent alors avec abondance des yeux de cette intéressante fille, et après leur avoir donné cours un instant, elle commença son récit dans ces termes. Vous me permettrez de cacher mon nom et ma naissance, madame, sans être illustre, elle est honnête, et je n'étais pas destinée à l'humiliation où vous me voyez réduite. Je perdis fort jeune mes parents, je crus avec le peu de secours qu'ils m'avaient laissé pouvoir attendre une place convenable, et refusant toutes celles qui ne l'étaient pas, je mangeais, sans m'en apercevoir, à Paris où je suis né, le peu que je possédais, plus je devenais pauvre, plus j'étais méprisé, plus j'avais besoin d'appui, moins j'espérais d'en obtenir, mais de toutes les duretés que j'éprouvais dans les commencements de ma malheureuse situation, de tous les propos horribles qui me furent tenus, je ne vous citerai que ce qui m'arriva chez monsieur Dubourg, un des plus riches traitants de la capitale. La femme chez qui je logeais m'avait adressé à lui, comme à quelqu'un dont le crédit et les richesses pouvaient le plus sûrement adoucir la rigueur de mon sort. Après avoir attendu très longtemps dans l'antichambre de cet homme, on m'introduisit, monsieur Dubourg, âgé de 48 ans, venait de sortir de son lit, entortillé d'une robe de chambre flottante qui cachait à peine son désordre, on s'apprêtait à le coiffer, il fit retirer et me demanda ce que je voulais. Hélas! Monsieur, lui répondis-je toute confuse, je suis une pauvre orpheline qui n'est pas encore 14 ans et qui connaît déjà toutes les nuances de l'infortune, j'implore votre commisération, ayez pitié de moi, je vous conjure. Et alors je lui détaillai tous mes maux, la difficulté de rencontrer une place, peut-être même un peu la peine que j'éprouvais à en prendre une, n'étant pas né pour cet état, le malheur que j'avais eu, pendant tout cela, de manger le peu que j'avais, le défaut d'ouvrage, l'espoir où j'étais, qu'il me faciliterait les moyens de vivre, tout ce que dicte enfin l'éloquence du malheur, toujours rapide dans une âme sensible, toujours à charge à l'opulence. Après m'avoir écouté avec beaucoup de distraction, monsieur Dubourg me demanda si j'avais toujours été sage. Je ne serais ni aussi pauvre ni aussi embarrassé, monsieur, répondis-je, si j'avais voulu cesser de l'être. Mais, me dit à cela monsieur Dubourg, à quel titre prétendez-vous que les gens riches vous soulagent, si vous ne les servez en rien? Et de quel service prétendez-vous parler, monsieur? Répondis-je, je ne demande pas mieux que de rendre ceux que la décence et mon âge me permettront de remplir. Les services d'une enfant comme vous sont peu utiles dans une maison, me répondit Dubourg, vous n'êtes ni d'âge ni de tournure à vous placer comme vous le demandez. Vous ferez mieux de vous occuper de plaire aux hommes, et de travailler à trouver quelqu'un qui consente à prendre soin de vous, cette vertu dont vous faites un si grand étalage ne sert à rien dans le monde, vous aurez beau fléchir au pied de ces autels, son vin encens ne vous nourrira point. La chose qui flatte le moins les hommes, celle dont ils font le moins de cas,
celle qu'il méprise le plus souverainement, c'est la sagesse de votre sexe. On estime ici-bas, mon enfant, que ce qui rapporte ou ce qui délecte, et de quel profit peut nous être la vertu des femmes. Ce sont leurs désordres qui nous servent et qui nous amusent, mais leur chasteté nous intéresse on ne saurait moins. Quand des gens de notre sorte donnent, en un mot, ce n'est jamais que pour recevoir, or, comment une petite fille comme vous peut-elle reconnaître ce qu'on fait pour elle, si ce n'est par l'abandon de tout ce qu'on exige de son corps? Oh! Monsieur, répondis-je le cœur gros de soupirs, il n'y a donc plus ni honnêteté ni bienfaisance chez les hommes. Fort peu, répliqua Dubourg, on en parle tant, comment voulez-vous qu'il y en ait? On est revenu de cette manie d'obliger gratuitement les autres, on n'a reconnu que les plaisirs. De la charité n'étaient que les jouissances de l'orgueil, et comme rien n'est aussitôt dissipé, on a voulu des sensations plus réelles, on a vu qu'avec un enfant comme vous, par exemple, il valait infiniment mieux retirer pour fruit de ses avances tous les plaisirs que peut offrir la luxure, que ce très froid et très futile de la soulager gratuitement, la réputation d'un homme libéral, aumônier, généreux, ne vaut pas même, à l'instant où il en jouit le mieux, le plus léger plaisir des sens. Oh! Monsieur, avec de pareils principes, il faut donc que l'infortuné périsse. Qu'importe, il y a plus de sujets qu'il n'en faut en France, pourvu que la machine ait toujours la même élasticité, que fait à l'État le plus ou le moins d'individus qui la pressent. Mais croyez-vous que des enfants respectent leur père, quand ils en sont ainsi maltraités? Que fait à un père l'amour d'enfant qui le gêne? Il vaudrait donc mieux qu'on nous eût étouffés dès le berceau. Assurément, c'est l'usage dans beaucoup de pays, c'était la coutume des Grecs, c'est celle des Chinois, là les enfants malheureux s'exposent ou se mettent à mort. À quoi bon laisser vivre des créatures qui ne pouvant plus compter sur les secours de leurs parents ou parce qu'ils en sont privés ou parce qu'ils n'en sont pas reconnus, ne servent plus dès lors qu'à surcharger l'État d'une denrée dont il a déjà trop? Les bâtards, les orphelins, les enfants mal conformés devraient être condamnés à mort dès leur naissance, les premiers et les seconds, parce que n'ayant plus personne qui veuille ou qui puisse prendre soin d'eux, ils souillent la société d'une lie qui ne peut que lui devenir funeste un jour, et les autres parce qu'ils ne peuvent lui être d'aucune utilité, l'une et l'autre de ces classes sont à la société comme ces excroissances de chair qui, se nourrissant du suc des membres sains, les dégradent et les affaiblissent, ou, si vous l'aimez mieux, comme ces végétaux parasites qui, se liant aux bonnes plantes, les détériorent et les rongent en s'adaptant leurs semences nourricières. Abus criant que ces aumônes destinées à nourrir une telle écume, que ces maisons richement dotées qu'on a l'extravagance de leur bâtir, comme si l'espèce des hommes était tellement rare, tellement précieuse qu'il fallut en conserver jusqu'à la plus vile portion. Mais laissons une politique où tu ne dois rien comprendre, mon enfant, pourquoi se plaindre de son sort, quand il ne tient qu'à soi d'y remédier? À quel prix, juste ciel? À celui d'une chimère, d'une chose qui n'a de valeur que celle que ton orgueil y met. Au reste, continue ce barbare en se levant et ouvrant la porte, voilà tout ce que je puis pour vous, consentez Y, ou délivrez-moi de votre présence, je n'aime pas les mendiants. Mes larmes coulèrent, il me fut impossible de les retenir, le croirez-vous, madame, elles irritèrent cet homme au lieu de l'attendrir. Il referme la porte et me saisissant par le collet de ma robe, il me dit avec brutalité qu'il va me faire de force ce que je ne veux pas lui accorder de bon gré. En cet instant cruel, mon malheur me prête du courage, je me débarrasse de ses mains, et m'élançant vers la porte. Homme odieux, lui dis-je en m'échappant, puisse le ciel, aussi grièvement offensé par toi, te punir un jour, comme tu le mérites, de ton exécrable endurcissement. Tu n'es digne ni de ces richesses dont tu fais un aussi vil usage, ni de l'air même que tu respires dans un monde souillé par tes barbaries. Je me pressai de raconter à mon hôtesse la réception de la personne chez laquelle elle m'avait envoyé, mais quelle fut ma surprise de voir cette misérable m'accabler de reproches au lieu de partager ma douleur. Chétive créature, me dit-elle en colère, t'imagines-tu que les hommes sont assez dupes pour faire l'aumône à de petites filles comme toi, sans exiger l'intérêt de leur argent? Monsieur Dubourg est trop bon d'avoir agi comme il l'a fait, à sa place je ne t'aurais pas laissé sortir de chez moi sans m'avoir contenté. Mais puisque tu ne veux pas profiter des secours que je t'offre, arrange-toi comme il te plaira, tu me dois, demain, de l'argent, ou la prison. Madame, ayez pitié. Oui, oui, pitié, on meurt de faim avec la pitié. Mais comment voulez-vous que je fasse? Il faut retourner chez Dubourg, il faut le satisfaire, il faut me rapporter de l'argent, je le verrai, je le préviendrai, je raccommoderai, si je puis, vos sottises, je lui ferai vos excuses. Mais songez à vous mieux comporter. Honteuse, au désespoir, ne sachant quel parti prendre, me voyant durement repoussé de tout le monde, presque sans ressources, je dis à Madame Desroches, c'était le nom de mon hôtesse,
que j'étais décidé à tout pour la satisfaire. Elle alla chez le financier, et me dit au retour qu'elle l'avait trouvé très irrité, que ce n'était pas sans peine qu'elle était parvenue à le fléchir en ma faveur.